dans une dimension de silence. C'est comme si l'âme voyageait en elle-même. Ralentir les pensées. Et chercher en soi la lumière. Se détacher du monde physique et même de son propre corps. Retrouver la liberté d'être. Que moi, l'être conscient. Je ne suis pas le corps. Et tout en appréciant la grandeur et la beauté de la nature. Le fait de vivre dans un corps, d'avoir un corps, mais de ne pas être le corps. Je ne suis pas à mon âge. Et je ne suis pas ce qui est l'apparence de mon corps. Le corps est comme un vêtement pour l'âme. L'âme porte un corps, mais elle est tellement plus que le corps. Je ne suis pas ma nationalité. Et même l'histoire de ma vie n'est qu'une facette de ce que je suis. Comme si en moi somnolait une source infinie. Un espace sacré. Mais pour y entrer, mon cœur doit être pur. Mon regard neutre. Et mes intentions nobles. Se redécouvrir ou se connaître. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas une technique. C'est s'approcher lentement de la lumière, de la source.
C'est accepter de lâcher prise. De laisser derrière tout ce qui nous avait identifié jusqu'à aujourd'hui. Un cœur en or, un regard neutre, et des intentions nobles. S'approcher de cette source intérieure, c'est aussi accepter de la laisser établir les termes de l'entente. On ne s'impose pas devant le sacré. On entre avec un cœur noble, un cœur en or. Et on se laisse réapprivoiser par la lumière. Et l'âme ne cherche pas l'amour, mais elle se laisse emporter par l'amour. L'âme ne cherche plus la paix, mais la paix lui propose de la réapprivoiser. Et cet espace sacré en moi, au plus profond de l'âme, me met en contact avec la source. La flamme originelle. La lumière. Et je me laisse emporter en lâchant prise. Comme un papillon de nuit attiré par la flamme. Et c'est quand l'âme n'a plus rien qu'elle ressent qu'elle possède tout. Quand on laisse tomber les masques, on retrouve ce cœur en or. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue. Content de vous retrouver, chacun dans votre forme et votre espace, qui j'espère est
agréable et que vous avez apprécié ce petit moment de méditation. Et c'est toujours différent. Il n'y a pas deux méditations qui se ressemblent vraiment. À chaque fois, on va en méditation un peu avec ce qu'on a comme bagage de toute la journée. Des fois, on ne se rend pas compte, puis on essaye d'aller méditer, puis on a derrière nous un espèce de semi-remorque attaché avec tout notre vécu émotif de la journée, puis on dit non, je m'en vais méditer. Et là, on se retrouve aux douanes de la spiritualité, puis ils disent oui, mais ça, tu peux pas amener ça en méditation, ça va pas rentrer. Je dis, de quoi tu parles? J'ai rien, moi, ça va. Ah non, il y a une charge émotive qui arrive de toute la journée, de toutes nos pensées. Ce qui fait que des gens restent coincés des fois aux douanes de la spiritualité. Puis après, ils disent, j'ai essayé de méditer, mais ils m'ont pas laissé rentrer. Puis il s'est rien passé. Puis je trouve ça pas mal plate. Parce qu'il y avait juste une distributrice de boissons gazeuses aux douanes. Puis c'était pas très, très, très satisfaisant. Alors, ça demande à chaque méditation un petit... Il faut aller chercher le petit déclic. Il faut trouver le petit plus qui fait qu'on peut aller plus loin en méditation. Personnellement, ça fait des années, des décennies que moi, j'apprécie la méditation, mais très honnêtement, encore aujourd'hui, des fois, ça demande... des fois, je peux m'asseoir et si je fais pas attention ou s'il y a une journée un peu difficile, peut-être que je peux très bien m'asseoir et puis il se passe pas grand-chose. Et souvent, le réflexe, c'est de me dire, bon, là, je ne veux pas rester 15 minutes à attendre qu'il se passe quelque chose. Et donc, là, chaque méditation, des fois, demande à ce qu'on relance un peu le feu de cheminée. Des fois, je ne sais pas si vous en avez fait beaucoup, des feux de cheminée dans votre jeunesse. Moi, chez nous, en Bretagne, on avait une grosse cheminée. Puis ça consommait beaucoup de bois. Et il y avait toujours la fameuse question, qui va aller chercher le bois des fois, c'était bien, il y en avait dans le garage, ça c'est pas trop mal, juste du garage au salon. Puis des fois, il n'y en avait plus dans le garage, fallait le chercher dans le fond du terrain, à l'extérieur, la nuit, sous la pluie, puis aller chercher du bois. Et puis je trouve que méditer, c'est allumer cette flamme. Et des fois, elle est déjà allumée, tu t'assois, puis ça brûle, puis tu dis, c'est génial, je sais pas qui a allumé le feu, mais ça brûle, c'est bien. D'autres fois, on s'assoit pour méditer, puis on se dit, bon, allez, on va faire un feu. Puis là, les outils sont déjà là, c'est facile. Puis des fois, on s'assoit pour méditer, puis on se rend compte, il est où le bois? Il n'y a plus de bois, pas d'allumettes, pas de papier, pas de brindilles, il n'y a plus rien. Puis bon, faut tout recommencer. Et là, des fois, on n'a pas le courage d'aller chercher tout ça à l'extérieur, puis de faire les efforts pour que la méditation lève. Et honnêtement, les méditations sont toutes différentes. Il y a des méditations des fois qui vraiment vous amènent très très haut, puis des fois il y a des méditations qui, c'était bien, mais sans plus. Et qui va déterminer qu'on a une bonne méditation ou pas? Il n'y a personne d'autre qui peut nous faire avoir. Il peut... C'est Dieu qui appelle. Écoutez, il est très insistant, ça je sais qu'il nous aime beaucoup, alors voilà. Non, mais faites-lui le gag de laisser le téléphone ouvert, mettez-le là, puis elle va pouvoir écouter la conférence. Et c'est vrai que des fois, la méditation, elle peut nous apporter énormément de force, de puissance, d'amour, de bonheur. C'est peut-être pas toutes les fois, mais régulièrement. C'est ça que la méditation doit nous apporter. Et moi, j'encourage tout le monde à persévérer dans ce sport extrême qu'est la méditation. Parce que c'est pas, très honnêtement, on aimerait vous dire, c'est très facile. Méditer, c'est pas compliqué, mais c'est pas ça du tout. Méditer, c'est vraiment... c'est aussi compliqué, je pense, que bien cuisiner. De faire un mets d'excellence, il faut... Soit tu as le don, soit tu as une bonne recette, ou tu payes quelqu'un pour le faire dans ce cas-là, mais dans la méditation, tu ne peux pas payer quelqu'un pour méditer à ta place. Et vraiment, c'est le but, enfin, du centre, vous le connaissez, c'est de permettre à chacun de faire ces expériences-là. Et ce qui m'anime beaucoup, moi, depuis toutes ces années, c'est de me dire,
j'ai goûté à quelque chose qui est extrêmement puissant. J'ai vécu dans des méditations des moments, des fois, honnêtement, d'extase, où tu te demandes, non, est-ce que j'ai été drogué, ou se demande à quel point c'est tellement fort. Moi, je me souviens avoir été une fois en méditation dans une nouvelle maison que je venais de louer. Je pense que le loyer, écoute, c'était 350 $ par mois en Alberta, à Edmonton, en 1700 quelque chose. Hein. Mais petite maison dans un quartier assez modeste. Écoute, une maison avec 3 chambres à coucher, grand salon d'eau, petit garage, jardin, 350 $ par mois. C'est la belle époque. Et il n'y avait pas un seul meuble. Moi, je suis arrivé, j'avais rien du tout. Et puis, la première chose que j'ai acheté, c'était juste un beau tapis blanc. Et je me souviens, j'avais annoncé qu'on ouvrait un centre de méditation, puis il n'y avait rien du tout. Et même qu'un collègue de Radio-Canada a entendu parler qu'on ouvrait un centre de méditation, il voulait faire un reportage. J'ai dit, mais écoute, il n'y a rien, j'ai pas de meuble. C'est pas grave, tu vas nous parler, c'est quoi la méditation? Alors, le reportage aux nouvelles, on voyait un gars qui allume un bâton d'encens et qui médite à rien faire. Il n'y avait juste rien du tout dans l'appartement. Mais je me souviens avoir été dans cette pièce fabuleuse et un soir, je m'assois pour méditer puis je mets un peu de musique. Mais je suis parti, mais comme une fontaine. Écoute, ça pleurait. J'avais l'impression d'avoir un volcan d'amour qui était en moi. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser, que je touchais quelque chose de tellement grand, tellement beau. Et je me souviens que ça coulait, puis j'étais vraiment tellement bien. J'avais juste oublié que j'avais quelqu'un qui venait pour le cours de méditation, puis qui était dans le cadre de la porte depuis 2 minutes, en se demandant vraiment s'il devait appeler une ambulance ou si tout était normal. Et vraiment, je l'avais pas vu du tout. Moi, j'étais comme ça. Puis j'étais, tu sais, les yeux semi-ouverts, fermés. Puis c'était vraiment dans mon monde de bonheur incroyable. Tu sais. Tout à coup, je me retourne, puis il est là, il dit « Salut Eric, c'est l'heure pour le cours. » Puis là, il voit que je suis comme, tu sais, une espèce de... Puis il me dit « Ça va? » Puis il dit « Ouais, ça a l'air de bien aller, mais c'était vraiment intense. » Ça pour dire qu'on peut atteindre des niveaux assez particuliers de bonheur, d'amour, comme ça. Et moi, ça a toujours été ces points de référence qui me disaient l'être humain, on est nourri de ça. Tu sais, si on ne vit pas, si on n'a pas notre dose de bonheur, d'amour pur, puis de paix profonde, ben on est en manque. Tu sais, il manque quelque chose. On ne vit pas à notre forme optimale. Et on peut fonctionner, tu sais, quand on est grippé, enrhumé, on peut aller travailler. Il nous voit, on est au bureau, on fait ce qu'on a à faire. Mais on n'a pas beaucoup de plaisir. Tu sais, quand on est mal physiquement, on peut faire la même chose, mais on n'est pas bien en nous. Et j'ai l'impression que souvent, en tant qu'être humain, on vit notre vie comme si on était malade, spirituellement parlant. Mais vu que tout le monde est malade, tout le monde tousse, puis tout le monde s'échange des mouchoirs constamment, puis des vitamines C, puis c'est normal. Puis si t'en as un qui est tout à coup tout en santé, tu dis, bizarre, lui, tu sais, il n'y a pas de mouchoir, ça va, tu vis sans mouchoir, comment tu fais? Puis là, il devient tout à coup anormal. Il est juste en santé, en fait. Et je pense que les yogis veulent devenir ces âmes en santé, qui vivent avec une dose de bonheur, de paix, d'amour, qui donnent à l'âme toute l'énergie dont elle a besoin, puis qu'elle doit revendiquer. Et c'est pour ça que la méditation, c'est pas évident. On peut s'asseoir longtemps sans qu'il se passe quoi que ce soit. Et on peut être patient, mais à un moment donné, les gens arrêtent de méditer parce qu'ils disent, ben là, j'ai essayé, mais ça donne rien. Alors, c'est là où on se décourage un petit peu. Et ce qu'on espère, c'est qu'à travers les réflexions qu'on propose, et les cours qu'on donne ou les méditations qu'on dirige, qu'au moins une fois de temps en temps, il y a un moment où quelqu'un sente « Ok, je pense que je viens de toucher à quelque chose. Là. Je pense que je viens de mettre ma main dans quelque chose qui commence à sentir le brûlant ou le doux, le bon, puis ok, ça me tente davantage. » Moi, j'ai eu la chance de vraiment vivre ça plusieurs fois. J'ai souvent décrit quand je vais en Inde pratiquement tous les ans. Et là, on se retrouve dans des assemblées avec, maintenant, c'est 25 000 personnes en méditation. Et pendant longtemps, là, c'est pas 10 minutes avec 3 petits commentaires de méditation. Là, c'est vraiment une longue méditation profonde. Et l'énergie est tellement présente que même si tu n'es pas capable de méditer, là, ça médite pour toi. Tu as juste à te baigner là-dedans.
Ça médite pour nous pratiquement. Et je me souviens de cette fois où j'étais dans une salle et on nous poussait sans arrêt à aller vers l'avant parce que ça rentrait par l'arrière de la salle. Puis moi, j'étais au premier rang, puis j'étais vraiment collé à une des femmes qui est venue pour guider la méditation. Puis elle était vraiment devant moi, mais je la touchais physiquement, pratiquement. Je me retenais pour pas être carrément sur ses genoux, là. Et dès qu'elle s'est assise, elle m'a regardé dans les yeux. Ils ont joué une chanson, puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Puis je me suis dit, bon, ça va durer 10 secondes. Puis ça a duré peut-être 5 minutes. Et au début, il y avait vraiment comme self-conscious. Tu sais, t'es vraiment conscient de toi, tu n'oses plus respirer. Tu te dis, bon, ben là, elle va arrêter de me regarder. Puis elle me regardait dans les yeux. Puis après 30 secondes, ben, faut que tu respires. Donc, je dis, bon, ben, elle me regarde, elle me regarde. J'ai laissé aller. Je dis, ouais, on se regarde. Puis écoute, ça a été comme, tu sais, se mettre les deux doigts dans une prise, là, je pense, c'est de la petite bière, là. C'est vraiment, ça fait rien du tout par rapport à ça. Puis à un moment donné, j'ai senti que, moi, je me suis dit, je vais exploser. C'est pas compliqué. Je vais vraiment exploser. Je pourrais pas contenir cet amour qu'elle a déversé à un moment donné. Puis elle me regardait, puis vraiment toute la chanson. Puis d'habitude, ils scannent un peu. La méthode des grands-mères, là, quand elles viennent, elles nous regardent, puis elle médite vraiment les yeux ouverts, puis elle regarde tout le monde. Puis elle nous regarde comme une âme. Donc elle nous regarde au centre du front comme une âme. Puis vu qu'on n'est pas habitué à se faire voir comme une âme, on se fait voir comme un homme, une femme, un grand. Les gens regardent notre casquette, ce qui est marqué, notre tenue, nos lunettes, tout ça, mais on ne voit pas l'âme. Mais elle regarde l'âme. Et ça a été tellement incroyable. Cette méditation, je m'en souviens toujours, c'était tellement démesuré comme dose d'amour, que quand ils ont finalement allumé les lumières, elle me regardait encore, puis après elle m'a juste fait comme ça, du genre, t'as ressenti quelque chose? J'étais là comme, yeah. Tu sais, probablement je devais avoir un visage complètement démonté à l'envers, je sais plus où étaient mes yeux, ma sourire devait être à peu près jusque derrière. Et j'ai pu penser. Les dernières minutes, je me souviens, il n'y avait plus de pensée. Et la seule pensée qui est revenue quand elle a fait ça, là, je me suis juste dit, Eric, là, si tu savais pas c'était quoi l'amour, ben voilà, c'était ça l'amour. Puis j'avais l'impression, je sais pas, 30 ans à l'époque peut-être, que c'était la première fois de ma vie où pour une fois on m'avait donné à goûter, tu sais, un produit exceptionnel en me disant, tiens, goûte ça. Ça c'est de l'amour pur, 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 pur. Il n'y a rien, ingrédient, amour 100%, that's it. Puis j'avais goûté ça, puis je m'étais dit, oh my God, c'est incroyable cet amour. Puis ça m'a marqué, mais toute ma vie, je veux dire, c'est encore aujourd'hui pour moi un point de repère. Puis quand même là, d'y repenser, j'ai envie de repartir en courant dans cette salle, puis de le revivre encore. Juste pour dire que les méditations peuvent donner accès à ça. Et que c'est à nous de faire un petit effort, d'orienter les pensées, de structurer la pensée. Puis il y a un équilibre entre la pensée que je proposais tout à l'heure. Honnêtement, je l'avais jamais vraiment imaginé comme ça. Mais qu'à un moment donné, je ne peux pas contrôler l'amour, la paix, le bonheur. Il y a un lâcher-prise, puis j'aimais ça, cette idée que c'est l'amour qui rétablit les règles de comment on va s'apprivoiser. C'est pas à moi de dire à l'amour, bon là, tu vas venir tous les mercredis, tu sais, à 19h, puis on va se parler. L'amour tu vas pas me contrôler comme ça. Et l'amour a ses règles. Non, voilà, ses habitudes qu'elle doit établir et ses façons de faire qu'elle va imposer. Et il va y avoir cette espèce de douane dont je parlais tout à l'heure, où l'amour va peut-être dire, ben avant que on soit copains, là, tu vas aller prendre une petite douche, hein, tu vas te laver un peu parce que moi, je suis très délicate. Puis je veux te rencontrer, mais quand tu seras prêt pour ça. Et dans ce sens-là, la méditation, ça peut être des fois être une prise de conscience par rapport à qu'est-ce que j'invoque, qu'est-ce que je veux invoquer dans ma vie, dans mon expérience. Et la méditation, des fois, on appelle ça la préméditation d'ailleurs, c'est de se préparer à faire une expérience. Moi, j'aime toujours cette idée que si, par exemple, on fixe une date, je sais pas, t'as un bon ami, puis tu vas l'inviter à un concert, un spectacle ou quelque chose comme ça, ton 24 mars ou quelque chose comme ça, ben, tu vas te préparer, puis peut-être que le jour où tu es avec quelqu'un que tu aimes bien, ben, tu vas t'habiller, c'est le concert, puis on va peut-être aller au restaurant, puis tu sais, un rituel pour vivre un événement.
Et des fois, la méditation, c'est en fait... j'ai regardé un documentaire sur les animaux récemment, puis il montrait les fonds marins d'un lac. Puis il y avait plein de grands cercles comme ça. Puis il disait, savez-vous ce que c'est? Ça, c'est les poissons qui créent, et ils appelaient ça l'arène de l'amour. Et les poissons, pour attirer la femelle, créaient véritablement comme une arène, un petit peu comme une espèce de... un lieu, écoute, presque, il disait, c'était gros comme ça, pour un petit poisson. Puis tu voyais le poisson, il prenait tous les coquillages, il les enlevait, il libérait tout ça, il faisait son mur, il créait une arène. Et là, quand l'arène était faite, alors là, ça y est, il se mettait à faire une danse très particulière qui attire la femelle, puis c'est comme ça qu'il allait se reproduire. Ben, je sais pas si je devrais dire ça, mais c'est un peu ça la méditation. Il faut préparer l'arène aussi, l'arène double sens, là. Il faut créer un espace digne de vivre quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, l'idée était d'avoir un cœur en or, un regard neutre, puis une intention noble. Comment j'entre dans mon espace sacré? Est-ce que je peux juste dire à l'amour, ben viens là, il serait temps, là, je t'ai pas ressenti depuis longtemps. L'amour va dire, wow, wow, wow. Non, 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 on ne parle pas comme ça. Il faut que tu me séduises, il faut qu'il y ait une relation, il faut que tu établisses tout un rituel de séduction, puis tu te prépares, puis on ne va pas faire ça juste comme ça. Et je terminerai là-dessus, c'est une longue introduction, mais une fois je me plaignais un peu à une bonne copine en lui disant, moi le matin j'ai du mal, tu sais, je dis moi me lever à 4 heures le matin ou méditer très tôt dans la nuit, puis je trouve ça dur. Puis elle me dit, ouais, mais c'est que tu te prépares pas. Puis c'est elle qui m'avait un peu initié à cette idée-là, puis elle me disait, elle se levait très tôt, puis elle me disait, moi quand elle disait quand je me lève, ben il y a tout un rituel, tu sais, je veux rencontrer le suprême. Ben, on se prépare. Je dis, je ne vais pas juste m'asseoir, puis ah ouais, viens, puis on se parle. Non, 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 non. Il y a tout un rituel de créer l'arène, puis nettoyer, faire ça. Elle dit, elle se fait une tisane, elle a des bougies, elle attend. Puis elle dit, il faut que tu sentes le moment. Puis quand le moment est là, quand tu es prêt, quand tu as fait ce que tu as à faire, là, tu t'assois. Et là, l'autre sait que tu es prêt. Parce que t'es pas juste dans une routine, un mécanisme, un rituel ou un protocole. Moi, si on est en relation d'amour, c'est pas parce qu'il est 4 heures qu'on s'aime. On s'aime et puis bon, à 4 heures, peut-être qu'on peut faire quelque chose, mais c'est pas que l'heure décide de ce qu'on vit. Et la notion qu'elle me disait, c'est que le matin, il faut que tu prépares un peu le terrain avant de vivre ton expérience de méditation. Et je me rends compte que c'est souvent comme ça. Moi, j'ai souvent essayé des fois de rentrer du travail, puis bon, ok, je vais méditer un peu, je m'assois, puis il se passe rien du tout. Alors, des fois, j'arrête après 5-10 minutes, puis je dis non, je vais faire ça comme il faut. Des fois, je prends une douche, puis là, je prends mon temps, je fais peut-être une tisane, quelque chose, puis là, j'attends. Puis à un moment donné, peu importe l'heure qu'il est, là, je sens que ça y est, je suis propre, je suis bien. Là, je m'assois, puis ça part tout seul. Donc, ça pour dire qu'il y a quand même une préparation et il y a un effort à faire. La méditation, c'est pas juste une technique, oui. Les pensées, il faut les ralentir, pensées positives, visualiser, barater. On enseigne tout ça, la technicalité de la méditation. Mais foncièrement, la méditation, pour moi, c'est très relié à ceux qui aiment les films, genre Le Seigneur des Anneaux, tous les films un peu fantastiques, où il y a une bague magique, une espèce de symbole particulier, un code à décoder, un lieu très particulier dans lequel tu ne sais pas trop comment entrer, mais il faut que tu entres, puis il y a une fée, puis il y a des lutins, puis il y a un faune qui débarque. C'est un peu mystérieux. Puis pour moi, la méditation, c'est très, très, très comme ça. Chaque jour, tu ne sais jamais comment tu vas rentrer là-dedans. Puis il y a des fois où on se dit, ok, je sais méditer, puis non. Aujourd'hui, ils ont changé la porte de place. Ah, ok, à bouger. Ah, ben là, ça recommence. Il faut chercher comment je vais créer ce moment spécial, comment je vais l'aborder, comment je vais l'apprivoiser. Chaque méditation est très, très vivante. C'est sûr qu'avec l'expérience, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, je dirais 8 méditations sur 10, ça va assez bien. Mais régulièrement, il y a des
des astuces, des petits travaux qu'il faut faire pour déclencher quelque chose. Alors, je vous invite à continuer à pas seulement essayer de méditer, mais de vérifier c'est quoi votre intention. Qu'est-ce qu'on recherche? À quoi on croit? Est-ce qu'on cherche l'anneau en or? Est-ce qu'on cherche ce lieu sacré dans lequel on va tout à coup découvrir des pistes profondes sur qui je suis? C'est quoi toute cette grande pièce de théâtre? À quoi ça sert? Est-ce qu'en chemin, dans la méditation, je peux même régler tous les petits détails du quotidien? Parce que ça aussi, ça se fait en méditation. Alors, c'est vraiment important de vérifier tout ça. Et dans le concept du sujet d'aujourd'hui, qui est un peu relié à la notion d'attitude, c'est vraiment lié, en fait, tout ce que je viens de décrire, c'est la préparation à construire finalement ce qui va devenir ensuite une attitude. Parce que quand on finit la méditation, qu'est-ce qu'on va faire? On retourne dans le monde normal, comme on dit. Puis là, tu as été médité. Après, on retourne travailler, on retourne dans notre famille, on retourne dans nos préoccupations normales. Et là, on va être confronté à OK, là, ils méditent pas, eux. Puis ils m'attendent avec d'autres choses, puis des préoccupations, Et qu'est-ce que je vais amener de ma méditation à ce qui n'est plus la méditation? Est-ce que le lien est clair? Est-ce qu'il y a une continuité? Ou est-ce que je suis bien dans ma méditation, puis après, je suis tétanisé par la réalité? Est-ce que la vibration que j'avais en méditation de paix, de bonheur, d'amour, j'arrive à la faire vivre encore, je la transporte jusqu'au bureau, jusqu'à la maison, jusqu'à la prochaine réunion, jusqu'à la prochaine discussion téléphonique? Est-ce que ça transparaît? Et ultimement, et je vous le rappelle, je l'ai déjà mentionné souvent, on dit qu'un très bon yogi n'est pas un yogi qui peut méditer longtemps, mais un yogi qui peut être bien pendant longtemps sans avoir à méditer. C'est pas vous avez compris? C'est pas quelqu'un qui peut méditer longtemps, mais quelqu'un qui peut être longtemps sans avoir à méditer. Parce qu'il est en fait tout le temps en forme de méditation. Alors la prolongation de ce bien-être, c'est ça notre réalité. Et la méditation, elle est cet acte dans lequel on met du bois un peu dans le feu pour garder la flamme tout le temps allumée. Tout ce qu'on fait en méditation, on revient au feu, on lui remet 2-3 bûches, on repart, puis on garde le feu allumé le plus possible. Mais il y a des étapes qui nous amènent toujours plus loin. Et ultimement, dans notre quête spirituelle, ce qu'on annonce souvent dans le Raja Yoga, c'est que ce n'est pas une méditation exclusivement de bien-être temporaire. Parce que pour ça, on suggère beaucoup plus les sessions de massage, les spas, la thérapie, très bonne aussi, une promenade dans la nature ou une super soirée au restaurant. Ça marche très très bien, ça. Honnêtement, c'est un peu plus cher par contre, mais ça marche très bien aussi. Et si on veut juste un feel good, un sentiment d'être bien temporairement, il y a des choses beaucoup plus faciles que de méditer. Le but de la méditation pour nous, c'est d'aller chercher une conscience, donc un éveil de conscience qui va me permettre de changer ma façon d'être et ultimement ma façon de faire. Et dans ce sens-là, l'attitude est dans une chaîne. Des fois, on parle de l'escalier de soi ou tous les aspects reliés à soi, mais l'attitude dans une autre succession de progression qui commence au niveau des pensées. La première matière première que j'utilise, c'est les pensées. Donc, c'est ma matière première. Ultimement, les pensées, à un moment donné, vont créer une conscience. Il y a des pensées, des fois, qui se succèdent, qui ne créent aucune conscience. Parce que ce sont des pensées un peu chaoteuses, inutiles, désordonnées, etc. Donc, elles ne créent pas vraiment une conscience, elles créent une confusion, beaucoup plus qu'autre chose. Elles n'élèvent pas la conscience, si je peux dire comme ça. Elles laissent une conscience ordinaire, mondaine, très ordinaire, de base. Mais si les pensées commencent à changer en qualité, puis là on ne reviendra pas sur toute la richesse des notions accessibles aux pensées, dès que la pensée commence à s'élever, changer de qualité, toucher des zones émotives profondes, parce que la pensée est connectée à l'émotion,
Quand la pensée et l'émotion commencent à faire bloup, comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Bloup, comme ça, là, vous allez le voir, ça se passe à l'intérieur. Là, il y a un éveil de conscience. Et quand la conscience s'éveille, en général, on a des sentiments qui sont « Wow, ok, ah, ouais, tu sais, c'est pas on blague souvent, puis on dit en méditant, s'il n'y a aucun « Wow », ben, votre méditation n'est pas bonne du tout. Puis, moi, la blague, je dis souvent, si en méditant, vous n'avez pas un petit sourire quand même, là, c'est que ça marche pas très, très bien. Et des fois, la méditation, c'est... en tout cas, je sais que des fois, le sourire, il est intérieur et non pas visible. Mais des fois, la méditation, tu es là et tu as quand même... t'as presque un sourire. Je veux dire, moi, quand je regarde un film qui est beau puis qui m'inspire, physiquement, je réagis. Tu sais, tu pleures, tu souris, tu es en réaction physique. Et la méditation, quand elle allume, moi, je vous assure qu'elle est... T'as un visage qui... ça se voit. Tu sais, les gens te regardent et disent « Ah, t'as l'air bien. » Puis ça, le visage s'épanouit. Donc ça, c'est un signe. La conscience s'élève. Donc la pensée est le point de départ. La pensée devient, tout à coup, transfère son énergie à une conscience. Et la conscience, ensuite, se transfère à une attitude. Donc la conscience et la pensée sont très immatérielles. Et l'attitude devient tout à coup comme une consolidation de la conscience qui s'oriente, qui se dirige vers l'action. L'attitude, d'ailleurs, va s'appeler une attitude, ensuite, comportementale, une habitude. Et l'attitude, c'est comme une pré-action. Avant d'agir, il y a une conscience, mais entre les deux, il y a l'attitude. Et donc, pour moi, la chaîne successive, c'est la pensée, la conscience, l'attitude, l'action, et ensuite, la réaction, le retour de tout ça. Et donc, la qualité et l'intensité de ce que je vais injecter à travers la pensée, la conscience, l'attitude et l'action, cette qualité et cette intention va revenir un jour ou l'autre. Ce qu'on appelle la loi du karma, qui est un sujet en soi, mais qui fait partie de cette dynamique. Parce que cette loi du karma va faire que ce que je pense, ce dont je suis conscient, mon attitude, mon action, va avoir un impact. Cet impact fait boomerang, fait écho, revient à un moment donné ou à un autre, que je le veuille ou non. Puis ça devient généralement mes pensées ou m'influence, et là ça repart. Alors si mes pensées sont négatives, ma conscience est négative, mon attitude est négative, ben, mes actions vont être négatives. Et on se dit, c'est réglé. Ben non, c'est pas réglé. Ça revient parce qu'on vient de générer un élan qui va revenir en forme de négativité. Et des fois, dans des cas concrets, par exemple, quelqu'un nous a dit quelque chose qu'on n'aime pas, puis on n'apprécie pas ce que la personne nous a dit, puis là on pense, elle n'aurait pas dû me dire ça, elle a tort de me dire ça, elle est méchante. Puis là, on cuisine du poison, la conscience devient toxique, vengeance, haine, rancœur, etc. L'attitude devient hyper toxique, méfiance, rejet, jugement. Et là, je vais lui dire ces 4 vérités, et puis tu verras que c'est important que je lui les dise, c'est la justice, puis j'ai le droit, nanana. On passe à l'action, on appelle la personne. Écoute, là, j'aimerais te dire quelque chose, puis là, on crache son venin. On raccroche, écoute, c'est réglé. Je me suis libéré, j'ai bien fait, etc. J'exagère un petit peu, mais c'est ce que je vois beaucoup dans les téléséries que je regarde pas, mais apparemment c'est que ça, les téléséries. Ça se tape dessus, ça se trompe, ça s'engueule, ça se réconcilie, puis moi je regarde les films, les téléséries, des fois je me dis, ouais, c'est la même histoire tout le temps. Puis après on pense c'est réglé. Puis après je dis, je ne veux plus rien savoir de cette personne, je lui dis ce que je pensais. Ben c'est rarement comme ça. Parce que ce qu'on a créé dans l'action, ben, c'est une graine qui va grandir, qui va revenir, puis qui va revenir nous hanter encore. Parce qu'on a créé un pattern, on a créé un schéma. Et ce schéma-là devient ce qu'on appelle une attitude comportementale. J'aime pas quelque chose, je réplique œil pour œil, dent pour dent. Et si je le fais 1 fois, 2 fois, ça devient un schéma, ça devient une attitude comportementale. Et ce qui se passe après, c'est dès que quelque chose de négatif se produit devant moi,
ben, ma réaction, c'est d'être attiré par ce schéma. Et tout de suite, au lieu de essayer de voir peut-être autre chose, de réagir autrement, ben, on est emporté par l'émotion, puis par l'habitude tout simplement, de réagir avec quelqu'un dit quelque chose que j'aime pas, qui me plaît pas, je m'éloigne. OK. Puis les gens vont dire, ben, t'as raison, c'est bien. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus élevé à faire par contre. C'est peut-être pas ce qui va m'apporter ultimement du bonheur et un sentiment de bien-être. Alors l'attitude est intéressante parce que elle est palpable. La conscience, elle est très indéfinie. Tu sais, si on dit, t'es conscient de quoi maintenant? Tu dis, je suis conscient de quoi? I don't know. Il faut que je réfléchisse. Mais si je te dis, t'es dans quelle attitude en ce moment? Un peu plus facile de décerner l'attitude. Ouverture, de vouloir comprendre quelque chose, une attitude de patience, une attitude de bienveillance, une attitude de vous faire du bien. Tu sais, on est dans quelle attitude? On va pouvoir la nommer plus facilement. Et c'est quoi les bonnes attitudes puis les mauvaises attitudes? Ouais, ça c'est compliqué. Mais c'est là on entre après là dans le. Ok, là tu rentres dans le magasin. Pardon, on rentre dans le magasin des attitudes. Ça c'est le fun. Puis tu peux troquer. C'est très bon parce que tu peux laisser toutes tes vieilles attitudes si tu veux, puis en prendre des nouvelles. Mais on a ces expressions souvent de dire de quelqu'un, j'ai beaucoup aimé ton attitude. Je trouve que tu as eu une bonne attitude, puis ça a été vraiment apprécié. C'est pas ce que la personne a dit ou même ce que la personne a fait dont on va se souvenir. Mais on va dire, j'ai vraiment aimé ton attitude. Puis à l'inverse, des fois, des gens vont dire, méchant problème d'attitude. J'ai vraiment pas aimé son attitude. Puis peut-être que la personne a été très polie, qu'elle a rien dit de mauvais, qu'elle a rien fait de mal, mais les autres vont dire, moi, j'ai pas aimé son attitude. Donc c'est quoi qui détermine tout à coup qu'une attitude est bonne, une attitude est mauvaise? Et ça vient de la conscience. Qu'est-ce que j'aime? Ils s'attendent à plus. Ils s'attendent à plus, sans doute. Ou à moins si elle est négative, peut-être. Avoir moins de négativité. Et l'attitude, elle est dure à changer une fois qu'elle s'exprime. C'est trop tard. Une fois qu'on a un problème d'attitude, il est trop tard. On ne peut plus faire marche arrière. C'est très difficile de faire marche arrière. C'est très difficile de faire semblant dans notre attitude. C'est très, très difficile. Si notre attitude est négative, essayez de faire semblant d'être positif. Les gens vont le voir tout de suite. Les gens vont sentir que vous êtes en train de paraître et non pas d'être. On va le sentir tout de suite. C'est déjà mieux que rien. Là. C'est mieux des fois de au moins essayer de limiter les dégâts. Mais l'attitude, elle est claire. Une fois que l'attitude est née, c'est trop tard. Elle est palpable, elle est vivante, elle est expressive. Et l'attitude cherche tout de suite à s'exprimer dans l'action. Parole, action. Donc, la source de l'attitude, c'est la conscience. Et c'est là où on va devoir travailler une prise de conscience suffisamment forte pour changer d'attitude. Moi, je vous donne un exemple. Je suis de tendance assez têtue, arrogante, impatiente, bornée, pas mal. Mais bon, je fais un travail sur moi depuis longtemps. J'essaye d'amoindrir les dégâts. Mais en conclusion, je suis breton. Donc c'est ça le problème. Non, c'est mal. On aime dire ça des fois. Mais c'est vrai que j'ai tendance à être convaincu des fois que j'ai vraiment raison, quoi. J'admets. Et vu qu'il m'arrive régulièrement de me faire prendre et de me faire prouver gentiment que en fait j'avais vraiment tort, quand tu réalises que, puis pas méchamment, tu sais, des fois c'est vraiment genre tu dis à quelqu'un non, c'était vraiment écrit comme ça, tu sais, tu m'envoies un courriel, puis ou moi j'ai dit ça récemment à quelqu'un, j'ai dit non, je t'ai envoyé un courriel, puis c'était clair, je t'avais dit de faire ça. Puis la personne tout gentiment, qui me respecte beaucoup, qui m'aime beaucoup, ose pas trop me dire je pense que tu te trompes, Eric, c'est pas ça que tu as écrit du tout. Alors elle ose dire peut-être j'ai mal lu, etc. Puis gentil, c'est vraiment très très gentil. Et moi, juste par acquis de conscience, j'ai dit quand même, elle aurait pu comprendre ce que j'ai dit, puis elle a mal lu, puis c'est non. Puis je retourne vers mon courriel, puis je dis oh boy, ah ouais, non, c'est ce que j'ai pensé probablement, mais c'est pas du tout ce que j'ai écrit. Puis la personne a tout à fait raison. Et quand ce genre de petites choses arrivent,
Pour moi, ce que ça dit, c'est comment tu étais convaincu d'une réalité, puis très sincèrement, je me trompais. Alors, évidemment, après, j'ai réécrit, j'ai dit, écoute, je suis désolé, j'ai regardé mon courriel, tu as tout à fait raison, c'était vraiment pas clair mon truc, j'ai dû penser comme ça. Dans ma tête, c'était clair, mais comme je l'ai écrit, c'est clair que non, ça, tu as raison, j'aurais fait la même chose que toi, ça portait à confusion. Mais après, je suis très intéressé à me demander comment je pouvais être si convaincu d'une réalité, et là j'ai la preuve, je me trompais complètement. Alors, évidemment, mon attitude était beaucoup trop tard, tu sais, quand j'étais un peu agacé, que la personne n'a pas fait ce que je voulais qu'elle fasse, etc. Puis je suis convaincu d'avoir tout bien fait, puis que c'est l'autre qui a tort. Puis là, tu découvres, non, 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 t'as tort, puis l'autre a tout bien fait. Un, ben, c'est une belle leçon d'humilité. Mais deux, après, je me dis, si j'avais pris conscience, là, c'est une prise de conscience. Donc ça, c'est une prise de conscience. Eric, fais attention. Quand tu es convaincu d'avoir raison, là, donne-toi quand même une pensée du genre, t'as tort encore, peut-être tu te trompes encore, t'es encore convaincu que c'est ça que tu as écrit, ou c'est ça qui a été dit, ou que c'est ça que tu as entendu. Donne-toi une marge de manœuvre, peut-être tu te trompes. Et ça, c'est comme de réapprivoiser l'humilité. Pour moi, c'est un aspect, une prise de conscience de me dire, je préfère essayer d'être humble. Je trouve que c'est beaucoup plus sympathique. Donc, je viens de découvrir un nouveau truc pour être humble. Avant d'affirmer quelque chose, puis d'avoir ce sentiment d'être agacé, impatient, de reprocher à l'autre quelque chose, ben, ma prise de conscience était, OK, fais attention, quand tu ressens ça la prochaine fois, avant d'agir, avant d'écrire, avant d'appeler, avant de dire quoi que ce soit à la personne, fais un tout petit exercice pour vérifier si peut-être tu te trompes. Donc, cette prise de conscience va faire comme attitude, et pas une attitude affirmative, qui même, parce que je l'ai dit gentiment, j'ai pas grondé la personne, je vais pas parler méchamment. Je dis, ben non, c'est pas ça que je t'avais demandé de faire, puis tu as fait ça. Mais subtilement, je culpabilisais la personne, sans lui dire. Et là, je me suis rendu compte, ça, c'est une attitude qui n'est pas correcte. Mais il faut avoir une prise de conscience avant. Alors, dans ce sens-là, je me suis dit, ben OK, il y a des travaux à faire tout le temps sur la prise de conscience et fais attention à ton ego. Quand tu es convaincu que tu as raison, peut-être qu'il y a un peu d'ego là-dedans. Donc, au moins, donne-toi une marge de manœuvre pour dire, laisse-moi vérifier ou trouve des façons de te protéger pour pas que l'attitude devienne négative. Mais ça veut dire qu'il faut aiguiser la conscience tout le temps, être à l'affût de ce que l'ego peut me faire contre moi, parce que ma volonté serait jamais d'être négatif envers un autre, puis surtout pas de lui faire la peine. Mais c'est trop tard. À partir du moment où on est agacé, impatient, têtu, ben on est en train de programmer une attitude qui va faire mal à l'autre, qu'on le veuille ou non. Puis dans notre tête, on fait pas mal à l'autre, on fait juste bien exprimer, regarde, t'as pas fait ce que je t'ai demandé de faire. Puis si t'es boss, ben tu penses que c'est ton droit. Le yogi va dire, excuse-moi, t'as tout faux là. Un, t'es pas boss. Deux, même si t'es boss, t'as pas le droit. Puis trois, t'avais tort. Donc, retourne à la case de départ. Refais ton travail, mon petit pit, parce que, tu sais, enlève ton chapeau de breton, puis redeviens un peu plus... excusez-moi s'il y a des bretons dans la salle, hein. C'est juste une blague. J'adore la Bretagne. Et je suis très fier d'être breton. Mais je joue, c'est une blague. Mais l'idée, c'est de vraiment faire un travail et d'être conscient de ça. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on est conscient de ses vulnérabilités et puis de ses imperfections, ben on fait très attention à son attitude. Et on programme moins une attitude négative. Et j'ai remarqué maintenant, après ces incidents, que les prochains, quand ça s'est reproduit d'autres fois où des gens m'ont dit « Ah, on n'avait pas convenu de ça », là, j'étais comme, je sais plus, là, je suis ouvert, peut-être. Tu me dis, qu'est-ce que tu avais compris? Puis, tu sais, je suis beaucoup moins attaché à une idée, quoi. Alors, ça change un petit peu. Donc, ça, c'est juste un exemple de combien la prise de conscience est liée à l'attitude. Moi, ce que je sens autour de moi, c'est un bruit de fond
une friture dans l'air. Ouais. Mhm. Comment je suis plutôt porté à me retirer Mhm. que dire je vais faire face à ce genre de choses-là. Mhm. Ben, faut identifier d'où vient le bruit de fond. Hein. Tu sais, hier, ça se relance ce que tu dis. Moi, l'image qui me vient, c'est que j'ai un ciment d'oreille. Moi, j'ai un problème avec une espèce de petite... un acouphène, on appelle ça un acouphène. Et l'autre jour, je suis dans ma cuisine, puis tout à coup, j'entends... brrr. Puis je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, vraiment, c'était à rire. Hein. Vraiment, il faut rire. Là, c'est vraiment très, très drôle. Et là, étant donné que j'ai un petit acouphène, je me dis, ah, ben écoute, c'est la radio. Alors, j'essaie de jouer avec le truc. Je dis, non, c'est pas dans la radio. J'éteins la radio. Non, le bruit est toujours là. Et là, je me retrouve l'oreille collée sur le frigidaire. Je dis, non, c'est pas là. Écoute, non, c'est pas moi. J'écoute l'ordinateur. Puis là, je suis vraiment avec une oreille à chercher le bruit partout, sauf là où il était, bien sûr. Et là, j'ai tout fait, les électroménagers, le mur. Je me dis, c'est la voisine. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est vraiment comme... Il m'agaçait ce bruit. Tu sais, je me dis, voyons, il y a quelque chose. Puis aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui va brûler, qui va péter à un moment donné? Sais-tu d'où ça vient, ce truc-là? C'était un immense camion juste ici qui était là avec les travaux. Puis ça m'a juste... J'ai ri de moi. Tu sais, je me voyais la tête collée par terre à la frigidaire. Un immense camion à 20 tonnes qui est là avec son immense bruit. Mais je n'avais pas imaginé qu'un camion était là. Et tout ça pour dire que l'image, pour moi, me plaisait beaucoup de me dire, des fois, hein, on est convaincu que le bruit vient de la tête de quelqu'un, puis l'intention de l'autre, puis je suis convaincu qu'il pense comme ça, puis lui, je suis sûr qu'il m'aime pas beaucoup, puis elle, je pense, il n'est pas là le bruit du tout, du tout. Enfin, il faut le trouver, il vient d'où ce bruit? Il vient d'où cette vibration négative? Puis c'est peut-être pas du tout là où on pense. On pense peut-être que des fois, on est entouré de négativité, on la produit soi-même, puis on s'en rend pas compte. Et c'est nous qui faisons du bruit, peut-être pas l'extérieur. Alors des fois, il faut changer des processus, puis d'avoir le courage de se dire que si on fuit et si on s'isole, est-ce que c'est vraiment ultimement ce qu'on va toujours faire? On ne peut pas toujours fuir ce qu'on doit un jour confronter. Et moi, j'aime bien les images du courageux petit chevalier avec cette toute petite épée comme ça, là, qui va aller affronter le dragon qui est gros comme ça. Puis il y croit, là, qu'il est capable de tuer le dragon puis de sauver la petite princesse qui dort de l'autre bord. C'est enfantin, mais c'est des images qui sont nées de l'inconscient de l'humain parce qu'elles parlent à ce qu'on est. Et des fois, notre petite âme a des grands pouvoirs, puis elle doit confronter ces gros monstres. Hein. Et ce buzz qu'on entend, que ce soit notre ego, que ce soit notre colère, que ce soit notre mal de vivre, que ce soit nos imperfections, un jour, il faut leur dire OK, là, j'ai assez évité de te parler, je suis prêt à te recevoir. Puis ces jours-là, sois pas loin d'un centre de Raja Yoga quand ça t'arrive. Tu as besoin d'aide en général. Quand on fait ça, c'est bien d'avoir des compagnons autour de nous qui nous aident à affronter nos monstres intérieurs. Moi, j'ai une très bonne amie dans le Raja Yoga qui a été un coach, je pourrais dire, quand j'étais plus jeune, où je l'appelais régulièrement en osant lui dire ce que j'oserais dire à personne d'autre, mais ce qui se passait dans ma tête. Et elle a été tellement utile pour me convaincre de voir autre chose aussi. Puis de se battre avec ces négativités, c'est pas facile. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui aimeraient un jour éliminer la colère puis qui ont un peu de mal à le faire. C'est pas facile. Tu sais, s'il y en a qui ont une relation de couple et qui savent qu'ils sont une partie du problème dans le couple, parce qu'à un moment donné, on se rend compte que, on dit souvent, ça prend 2 mains pour faire du bruit. Des fois, on se rend compte que oui, peut-être que l'autre fait tout un tas de trucs de travers, mais peut-être que mon caractère aussi alimente le problème. Et le jour où on essaye de régler ça, ben, c'est pas facile. Et c'est là où l'attitude devient intéressante parce que pour moi, le sentiment que j'ai, c'est que si j'arrive à changer mon attitude, après, ça se fait naturellement. Si mon attitude est positive, si mon attitude est bonne, ça va être facile de dire les bonnes choses, de faire les bonnes choses. Mais si j'ai une mauvaise attitude, puis j'essaye par la force de bien être et de bien agir,
C'est vraiment compliqué, quoi. Et c'est pas authentique. C'est pas authentique. Tu sais, de dire à quelqu'un, je suis content de te voir, quand finalement on n'est pas vraiment content de la voir, ça sonne faux. Tu sais, à un moment donné, les gens vont s'en rendre compte. C'est beaucoup mieux, mais tu peux pas dire à quelqu'un, ah, je suis vraiment pas content de te voir, dis donc, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas très sympa. Tu peux pas dire ça. Qu'est-ce qu'on dit quand on est authentique, là? À quelqu'un qu'on n'a pas vraiment envie de voir nécessairement, mais qui est là. Il faut trouver l'art d'avoir la bonne attitude dans ce sens-là et d'être conscient de ce qu'on ressent pour ensuite élever sa conscience. Puis une fois qu'on élève notre conscience, l'attitude changera. Et là, on se rend compte qu'on est tellement libéré quand on n'a pas à mentir, quand on n'a pas à être quelqu'un d'autre que soi-même, quand on n'a pas à prétendre, quand on n'a pas à faire des efforts pour soutenir un quotidien qui est lourd puis inutile. Tu sais, la liberté, moi ce qui m'a amené dans le Raja Yoga, c'était 2 mots. Raja, que j'aimais beaucoup le sens royal, souverain, et la liberté. Et quand j'ai compris que la méditation, c'était en fait sortir de prison, j'ai dit, yes, s'il vous plaît, j'aimerais me poser ma candidature. Je pense que l'âme veut sortir de sa cage. Et tous les vices, toutes les imperfections de l'âme sont les barreaux de sa cage. Pas le monde, pas les problèmes des autres, pas les vices ou les imperfections des autres, mais mes propres imperfections. Et ça, ce sont vraiment nos vrais barreaux. C'est ça qui nous met en cage. Et le jour où je transcende mon ego, je ne vais pas m'en vanter, mais je vais être tellement libre. Le jour où je transcende ma colère, puis je vis plus la colère, qui est le plus grand gagnant de tout ça? Et honnêtement, souvent, ça m'arrive de vivre des situations et puis de me dire, hey, il y a 10 ans, là, j'aurais vraiment piqué une colère, ou j'aurais été très négatif. Puis j'aurais mis une espèce d'armure ou comment tu peux appeler ça, un masque. J'aurais mis un masque. Mais c'est un masque. Alors d'être vrai, d'être authentique, d'être libre, c'est tellement agréable. Alors je vous suggère juste ça, peut-être de faire ce lien entre la méditation, qui est aller puiser dans des expériences fortes qui vont nous faire des prises de conscience et de voir ensuite comment ça redéfinit notre attitude. Et le dernier exemple que je donnerais, c'est souvent je me disais des fois, j'aime bien ce que je fais ici au centre, puis je trouve qu'on est en contact avec les choses essentielles. On parle de la vie, on parle du sens de la vie, on parle de valeurs, etc. Puis des fois, je trouvais qu'aller travailler là où je travaille, c'était comme, bon, il faut aller travailler. Puis un jour, je me disais, hey, il ne faut pas que le travail soit un fardeau. Et j'ai juste changé ma façon de penser. Puis c'était une prise de conscience, puis de me dire, en fait, si je conçois mon travail comme un service, puis de me dire, je ne vais pas travailler, je vais aller servir. Je vais aller faire exactement la même chose au travail que je fais ici, mais dans un autre contexte. Puis ça m'avait complètement libéré du feeling, du sentiment que, faut aller travailler. Puis je me disais, faut arrêter d'avoir ce sentiment le matin, faut faire ça. Si on sent ça, pour quoi que ce soit, quelqu'un qui doit cuisiner, puis qui va dire, faut cuisiner, peut-être faire une pause. Ça, c'est une attitude, hein, faut cuisiner, attitude négative, attitude de fatigue, hein, puis faire une pause, dire, wow. Qu'est-ce qui manque un peu plus haut? Changer ma conscience pour que tout à coup, quand je vais devoir cuisiner, je dis, hey, j'ai une nouvelle façon de faire. Ça m'intéresse. Et tout à coup, de changer ma conscience par rapport à mon existence même au travail, m'a permis honnêtement de changer de nombreuses exclamations matinales en faut que j'aille travailler, en OK, je vais faire du service, non, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Aller faire des courses, aller travailler, aller prendre une douche, aller ici, ça doit être toute la même chose. Et tout ça était né d'une toute petite madame haute comme ça qui est passée dans le couloir juste ici. Et ça, je pense que je vous ai déjà raconté. Et la petite Daddy Janky dont je parle souvent, qui a 103 ans maintenant, notre chef spirituel des Brahma Kumaris, c'est quand elle était venue à Montréal il y a plusieurs années. C'est une femme vraiment particulière. Elle n'est pas normale. On dit souvent ça d'elle, elle n'est pas normale. Elle est vraiment une boule d'énergie. Yoda, là, vous connaissez Yoda?
Elle est vraiment Yoda. Alors, faites attention. Et là, elle passait ici, puis tu sais jamais trop, elle est dans ces trucs. Puis des fois, elle passe devant toi, puis elle te regarde, puis elle continue. Tu dis, bon, ben merci pour être très authentique. Tu sais, elle est vraiment pas du genre à dire, ah, contente de te voir. Non, elle dit jamais ça. Pour donner, je vous disais, les vœux de bonne année, elle était devant 25 000 personnes, puis la fille à côté d'elle qui s'occupe d'elle lui dit, dis à tout le monde bonne année. Puis elle regarde et dit, non, non, j'ai pas, non, moi je dis pas ça bonne année. Elle dit, on est au-delà de tout ça. Tu peux pas lui faire dire quelque chose qu'elle a pas envie de dire. Puis là, elle était ici, puis elle venait de rencontrer des gens, puis elle donne tout le temps, tout le temps. Puis là, elle venait de rencontrer des gens ici. Puis moi, ça donne, j'étais dans le couloir, elle arrive, bon, je la laisse passer comme ça. Puis elle passe devant moi, puis comme je vous dis, on sait jamais si elle va nous sauter dans les bras ou juste nous regarder. Oh my God. Puis elle continue. Puis là, elle danse sa petite bulle, elle me regarde. Avec un mâche du chewing-gum, elle continue, comme Yoda, elle marche comme ça. Puis elle continue, je vous jure, c'est exactement là dans le couloir ça s'est passé. Elle continue devant moi, elle s'arrête, elle se retourne, puis là elle vient devant moi, puis avec la traductrice, elle me dit « Ta conscience au travail devrait toujours être la même que dans le centre. » Puis elle repart. Elle m'a pas demandé si j'avais compris, elle m'a juste dit ça. Comme ça texto, je vous jure, elle m'a dit « Ta conscience au travail, d'où elle sort ça? » Alors non, elle me sort ça comme ça, puis elle me regarde vraiment comme « Ta conscience au travail devrait être toujours la même qu'ici. » Puis elle part. Puis je me dis, OK, ça, faut noter ça dans ton petit calepin ce soir, Eric, parce que c'est comme boum. Puis j'ai vraiment réfléchi. Comment ça, d'où elle sort ça? Où est-ce qu'elle a capté ça? Que finalement, ce qu'elle a capté, c'est que mon boulot, pour moi, c'était pas un boulot, c'était un boulet. Tu sais, c'était vraiment un boulet que je traînais. Ah, faut aller travailler. Puis je disais aux gens, j'aime bien ce que je fais au travail, mais si je pouvais ne pas faire ça, puis être riche, je ferais que ça ici, je serais très heureux. Non, ta conscience, et c'est ça qui a donné naissance à ma prise de conscience, de me dire un jour, non, 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 tu vas pas travailler. Tu vas servir, tu fais comme ce que tu fais au centre, mais c'est ailleurs. Puis c'est une autre forme. Tu fais pas de conférence, tu fais pas de méditation, mais l'action doit être la même. Ça m'a libéré, honnêtement, puis ça a changé quoi? Mon attitude. Et en ce moment, au travail, des fois, j'avais une attitude récemment de me dire, ah, il se passe telle chose, c'est plus comme avant, puis nanani, nanana. Puis là, je me disais, wow, arrête, hein. Ça, c'est pas une bonne attitude. Puis là, je suis en réflexion sur changer une conscience. Je vous ai convaincu ou non, ça va? OK. Vous revenez mercredi prochain? OK. Non, le but n'était pas de vous convaincre, mais d'exprimer quelque chose sur cette échelle, la pensée, conscience, attitude, action, réaction. Alors, l'horloge va très vite, cette horloge. Moi, je la soupçonne d'être vraiment en avance. On médite un petit peu comme d'habitude. Je vous offre même pas de poser des questions ou des commentaires. Je sais que vous en avez pas, donc on médite. C'est bon. Ouais, vraiment. Non, si vraiment il y a des questions, vous avez des préoccupations, je suis toujours là disponible après aussi. Non, juste dans quelques minutes, on peut concentrer nos pensées au centre du front. Ce qu'on appelle le siège de l'âme. Imaginez qu'on a comme cette petite étoile de lumière flottante qui est là, qui repose au centre du front. Comme une pile atomique de lumière, d'une puissance infinie. Une source de lumière qui est au siège de l'âme, au centre du front. Et c'est là que s'exerce la conscience. C'est là que l'âme est vivante. Et je me dis que l'âme est toute puissante. Que l'âme est la force de la vie. Et que sans âme,
Le corps ne pourrait même pas exister. Et c'est l'âme qui anime le corps. Et je suis l'âme. Je suis la vie. Et en tant qu'âme, je peux éveiller ma conscience. Je peux élever mes pensées. Remplir mes pensées des vertus de l'âme. Que ce soit des pensées de paix ou des pensées de bonheur, des pensées d'amour. Chaque pensée a sa destinée. Comme si je libérais des oiseaux. Chaque pensée s'envole. Chaque pensée part pour un voyage. Et en étant une âme pure, j'envoie mes pensées et j'offre mes pensées au monde. Comme si chaque pensée transportait en elle une étincelle, une lumière. Mes pensées s'envolent. Et elles touchent les autres âmes. Et je deviens un émetteur d'ondes positives, d'ondes pures. Je propage la paix. Je propage l'amour. Je propage le bonheur. Et chacune de mes pensées transporte sa charge émotive, sa lumière. Et va la déposer dans une autre âme. Et au fur et à mesure que mes pensées s'élèvent, ma conscience devient claire, pure. Libérée. La conscience est mon œil intérieur qui voit le bien, qui voit ce qui est juste, qui voit ce qui est bénéfique. Et il façonne une attitude bienveillante, une attitude de compassion.
Si je vois que d'autres sont dans le besoin, je peux leur tendre la main. Et si je vois que d'autres expriment une forme négative, je reste détaché, mais bienveillant. Mon attitude est noble. Le regard de ma conscience est neutre. Et les pensées nourrissent mon cœur en art. Alors, avant de vous laisser aussi, on a une programmation très riche et chargée les prochaines semaines. Et si vous pouvez les regarder dans le dépliant, mais juste pour un petit rappel, on a un événement spécial vendredi. Vendredi soir, c'est comme tous les ans, le 18 janvier, on commémore le décès du fondateur de l'organisation, Brahma Baba. Et c'est une occasion souvent pour réfléchir un petit peu à ce qu'il a apporté dans toute sa démarche, parce que l'organisation Brahma Kumaris est née suite à ce que cet homme a réalisé, prise de conscience, a fait. Donc on souligne certains traits vraiment spécifiques de sa personnalité, de son caractère, et comment on s'inspire beaucoup de cette grandeur d'âme pour suivre un petit peu aussi dans cette direction-là. Donc vendredi à 19h, il y a aussi maintenant une nouveauté, les dimanches soirs. On va essayer de mousser un petit peu les méditations du dimanche soir, et toujours animé de cette volonté de proposer un encadrement le plus favorable possible à ce que les gens, aient ces genres de petits moments dont je parlais tout à l'heure. On a des méditations, waouh, où il se passe quelque chose. On va vous proposer une nouvelle approche dans la méditation où on va mettre des yogis sur scène, puis ils vont vraiment vous fixer intensément. Puis vous transférez du courant en faisant bzzz comme ça. Alors on se dit, bon, on va vous aider à léviter aussi et à méditer. Et donc on appelle ça les soirées oasis de paix en compagnie des yogis. Donc on va essayer d'amener plus de... Pas grand-chose, c'est juste une présence peut-être plus soutenue au niveau de la méditation le dimanche soir. Donc on vous invite à faire l'expérience. Ça commence cette semaine. Et tous les dimanches, de 7h à 8h, on va essayer de vraiment créer une atmosphère encore plus forte de méditation. Il y a aussi spiritualité en action en anglais qui sera offert le vendredi prochain, le 25 janvier, et le 18 février. Donc ça, c'est une inscription, c'est intéressant, c'est Spirituality in Motion. Donc c'est pour ceux qui n'aiment pas rester assis pendant 1 heure. Je pense que c'est Tania, j'imagine, qui va animer ça. Et Tania est professeure de Pilates aussi. Puis elle aime faire que la spiritualité bouge. Alors ça, ceux qui aiment bouger, c'est une très bonne façon de le faire. C'est très facile, pas besoin d'être contorsionniste ou membre du Cirque du Soleil. Et finalement, il y a un atelier horoscope. Je vous disais qu'on a des choses assez particulières. Le 26 janvier, ça c'est vraiment fun, les gens aiment beaucoup ça. Et vu qu'on est encore en début d'année, on vous propose un peu, ceux qui sont venus, je pense, à la soirée de Noël, on vous proposait une petite carte avec des valeurs pour l'année, etc. Et là, on peut le personnaliser davantage. Donc, c'est avec la roue des valeurs, si je ne me trompe pas. On a une roue magique dans le sous-sol qu'on va sortir. Puis ça ressemble à une roue dans les grandes foires. Puis elle fait le même bruit, tic, 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 tic. Puis elle la fait tourner, puis ça s'arrête sur un mot fatidique qui devient votre destinée. Ça s'appelle l'horoscope. À venir dans un centre de Raja Yoga le 26 janvier à 13h30. Donc ça, c'est un samedi. Voilà. Tout est dans le dépliant aussi. Puis les inscriptions auprès de
l'ange dédié, Lucie, qui est là à la réception ce soir. Alors, bonne semaine, Om Shanti, puis attention à votre attitude. Hein? À bientôt, au revoir.